pour l'instant, donc on est un peu plus de 120 participants à ce webinaire. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc vous avez les intervenants qui ont leur caméra et qui pourront parler. Donc, les 4 intervenants que je présente tout de suite. Floriane Vernet de l'Avise, Arnold Bornet de France Active, Éric Marion du département de Meurthe-et-Moselle et Julia Remonnet du générateur Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il y a un écho dans la salle, me dit-on. Donc, ces intervenants ont la caméra et la parole. Par contre, comme vous êtes très très nombreux, les questions, les échanges se feront via le système de questions-réponses. Vous avez la possibilité, si véritablement vous souhaitez prendre la parole en dehors de ce système de questions-réponses, de lever la main. Et à ce moment-là, je pourrais vous donner la parole. Mais honnêtement, vu le nombre qu'on est, voilà, je pense que c'est plus simple de passer par le système de questions-réponses ou de converser, où là, vos questions, vos remarques sont envoyées à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez dans la conversation du webinaire Zoom. Alors, ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Tresson, qui est un programme qui est porté par et donc, pardon, je ne me suis pas présentée, Anne-Laure Federici, je suis déléguée générale du RTES, du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est donc un réseau de collectivités locales qui est partenaire du projet Tresson, qui est donc porté par l'Avise. Donc, le programme Tresson, c'est un programme qui a comme objectif de renforcer la place de l'économie sociale et solidaire au sein des territoires ruraux, au travers de plusieurs actions, à la fois d'analyse statistique et au travers de monographies. Donc, analyser la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, au travers également d'actions de capitalisation pour faire connaître, pour analyser les initiatives, les conditions de réussite et également pour outiller les acteurs du développement local et les acteurs d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. C'est un programme également donc, qui a comme objectif d'accompagner les initiatives et de valoriser les projets et diffuser les enseignements du réseau. Donc, je vais assez vite parce que je pense que vous connaissez tous, et si ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la newsletter Tresson, qui est, donc vous pouvez vous abonner via le site de l'Avise. Il y a un certain nombre de publications qui ont été réalisées et qui sont toutes disponibles en ligne sur les sites aussi bien de l'Avise que du RTES. Vous avez les dernières publications qui sont présentées ici. Au travers alors, le projet Tresson a été lancé il y a 2 ans, 1 an et demi, au sein du département de Meurthe-et-Moselle. D'ailleurs, on était chez vous, Éric, pour le lancement du programme Tresson. Dans le cadre de ce programme Tresson, il y a un cycle de webinaires qui est organisé, avec donc une dizaine de webinaires qui sont prévus, dont celui-ci. Et puis le prochain grand rendez-vous, c'est le 29 septembre à Valence, mais là aussi, vous aurez toutes les informations en ligne. Dans le cadre des travaux et des échanges organisés dans le cadre du programme Tresson, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin important, et dont témoigne d'ailleurs le succès de ce webinaire, puisque ça y est, il y a 160, vous êtes 160 à assister à ce webinaire, un besoin important d'information et de connaissances de l'écosystème d'accompagnement et de financement des projets d'économie sociale et solidaire en milieu rural. Donc c'est
comment mieux comprendre qui fait quoi en matière d'accompagnement et de financement de projets en milieu rural, quelles sont un peu la spécificité des acteurs qui existent et comment, aussi bien en tant que collectivité locale qui est en contact avec des porteurs de projets et qui avait aussi un rôle en matière pour faire connaître l'écosystème, donc aussi bien du côté des collectivités locales que du côté des porteurs de projets, un besoin de connaissance de cet écosystème. Donc, les travaux menés dans le cadre de la VISE et dans le cadre du projet Tresson ont comme objectif de contribuer à mieux faire connaître cet écosystème, mais on a souhaité organiser un webinaire spécifiquement dédié à ce sujet. Alors forcément, c'est un sujet très très vaste et vous aurez sans doute de nombreuses questions. On a déjà eu quelques questions que vous avez posées en vous inscrivant, mais donc ça soulève de très très nombreuses questions. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner un panorama assez général des acteurs de l'accompagnement et du financement, avec donc notamment nos deux intervenants, Floriane Vernet de la VISE et Arnold Bornet de France Active. Et puis ensuite, on aura donc un peu un zoom territorial pour voir comment, sur 2 territoires, s'organise cet écosystème de l'accompagnement et du financement. Donc avec Julia Raimonet du générateur Bourgogne-Franche-Comté et avec également, donc ça nous paraît important, un regard sur une présentation d'une ingénierie publique en matière d'accompagnement de projets ESS portés par le département de Meurthe-et-Moselle. Je vous propose tout de suite de laisser la parole à Floriane Vernet de la VISE pour nous donner quelques éléments sur l'écosystème d'accompagnement de projets d'économie sociale et solidaire en milieu rural. Oui, et vous aurez effectivement, on vous enverra l'ensemble des diaporamas présentés aujourd'hui, tout de suite à la fin du webinaire. Ok, Voilà, bonjour. Oui, je mets ma présentation, si tout le monde la voit bien. Parfait. Donc bonjour, donc je vais présenter effectivement, comme l'a dit Anne-Laure, un panorama global de l'écosystème d'accompagnement à l'ESS. Là, l'idée principale de cette présentation, ça va vraiment être de vous montrer la diversité d'acteurs qui existent, la complémentarité aussi de leur action et de leur offre, et de comprendre la façon dont ils répondent à différents besoins sur les territoires et la façon dont ils travaillent avec les collectivités. Donc d'une part, pour dire 2 mots sur la VISE, donc on est une agence d'ingénierie pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale sur l'ensemble du territoire. Et du coup, pour cela, on va travailler avec des acteurs publics et privés pour développer des programmes sur tous les stades de maturité d'un projet d'économie sociale et solidaire. Donc de la création à la consolidation, au changement d'échelle, jusqu'à l'évaluation de l'impact social. Et ce qui est important dans toutes ces phases, c'est qu'on va travailler avec des acteurs qui sont spécialistes sur l'accompagnement de projets ESS. Parce qu'il existe des acteurs généralistes et des acteurs spécialisés dans l'innovation sociale. Leur atout, on va dire, ça va être notamment de bien connaître les modèles économiques de ce type de projet et les différentes spécificités, type coopération, mode de gouvernance partagée, etc. Donc, je vais rentrer plus en détail sur chaque phase pour vous expliquer que voilà, il y a plusieurs typologies d'acteurs et de structures qui vont intervenir avec des programmes. Et dans chaque phase, donc la VISE, elle anime des communautés d'acteurs, de ces acteurs de l'accompagnement pour leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques, de travailler ensemble sur des problématiques communes et derrière aller pouvoir les outiller pour qu'ils accompagnent encore mieux tous ces projets d'économie sociale et solidaire. Donc, voici une cartographie globale des dispositifs d'accompagnement de l'émergence, donc sur l'ensemble des phases. C'est pour vous montrer voilà, un peu l'articulation générale et on va y aller petit à petit. Donc, sur la première phase qui est celle de la création d'un projet d'économie sociale et solidaire, qu'on appelle parfois aussi la phase d'émergence, on va retrouver plusieurs dispositifs et plusieurs programmes, soit à destination des porteurs de projets, soit des programmes pour favoriser l'émergence de projets de territoire.
Donc, pour commencer plutôt par les structures et les programmes qui permettent d'accompagner des porteurs de projets, donc c'est la partie plutôt en bleu sur ma carte, on va avoir ce qu'on appelle les programmes d'idéation qui vont permettre de valider la pertinence d'un projet, de susciter l'envie d'entreprendre et d'inventer finalement des projets. Elle va s'en suivre par d'autres structures ou d'autres programmes qui sont plutôt de l'ordre de la validation de ce projet. Donc, ce sont les pré-incubateurs ou les programmes premiers pas et ils vont permettre de valider la pertinence de l'idée qui a été initiée au préalable et d'affiner le projet pour préparer finalement la phase d'accompagnement ensuite. La phase suivante, c'est bien évidemment l'incubation, donc les incubateurs, qui sont des structures qui accueillent des porteurs de projets dans des programmes d'accompagnement qui sont longs, qui sont intensifs, pour passer du projet à la création d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc souvent, ces programmes, ils durent entre 6, 9, 12, 24 mois. Donc c'est des programmes qui sont quand même assez longs et qui alternent avec un accompagnement individuel du porteur de projet pour affiner son projet, pour travailler sur le business plan, etc. Et des accompagnements collectifs, des formations, parfois des programmes de mentorat aussi, pour aller chercher des experts sectoriels ou sur certains sujets de gestion, de comptabilité, et pour pouvoir mieux conseiller et que le porteur de projet puisse développer son projet. Aider par exemple à la levée de fonds ou ce type de besoin qu'on a quand on crée une entreprise de l'ESS. Une fois qu'on est passé de l'idée du projet à la création, eh ben, il va y avoir d'autres acteurs qui vont aider plutôt pour démarrer l'activité. Et donc là, on va retrouver des couveuses ou par exemple des coopératives d'activité et d'emploi. Et donc, ce sont des structures qui vont permettre de sécuriser le démarrage de l'activité en proposant par exemple un hébergement juridique et parfois même physique des porteurs de projets pour qu'ils puissent, sur 1, 2, 3 ans, tester leur activité, la réaffiner si besoin, et pour pouvoir se lancer sereinement dans leur projet par la suite. Et puis, une fois que le projet est bien lancé, il est bien en place, il y a d'autres acteurs qui arrivent après sur, par exemple, des pépinières et des espaces de coworking, donc ils vont plutôt, pour le coup, proposer des lieux physiques, d'hébergement physique pour éviter ces gros investissements, notamment d'investir dans des locaux, mais qui vont aussi parfois proposer de travailler sur les réseaux professionnels, qui vont aussi proposer des formations collectives à leurs porteurs de projets et entrepreneurs hébergés. Et enfin, les programmes d'accélération. Donc ça, c'est un peu la passage entre la phase de création d'une activité et sa phase de développement. Donc ça, c'est plutôt pour côté les acteurs qui accompagnent l'émergence des projets directement. Et puis, on a des acteurs qui accompagnent plutôt l'émergence des projets de territoire. Donc, en partant vraiment des besoins des territoires pour derrière aller développer des solutions et créer des entreprises sociales qui répondent à ces besoins. Donc, on a plutôt deux grands types. On a d'abord on a appelé les générateurs de projets, donc qui vont vraiment partir des besoins des territoires pour aller jusqu'à de la création. Et puis, on a aussi des plateformes d'innovation sociale. Et ça va plutôt être des programmes d'animation territoriale qui vont permettre d'identifier des solutions sur un territoire par rapport aux besoins. Pour aller un petit peu plus loin sur les générateurs de projets, mais sans trop en dire non plus, parce qu'il y a Julia qui va intervenir sur le générateur Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un dispositif qui s'appelle la Fabrique à initiative, et qui est vraiment intéressant notamment pour les collectivités territoriales, et c'est là-dessus que je vais insister, parce que c'est un dispositif qui permet de partir des besoins d'un territoire et d'aller derrière développer, d'identifier les besoins, les opportunités, jusqu'à créer en fait des entreprises créatrices d'emplois, d'innovation sociale sur les territoires. Donc, c'est un dispositif qui est porté en région par des structures d'accompagnement, qui est animé par l'AVIS au niveau national, mais qui comprend aujourd'hui il y a 22 fabriques, dont 13 en expérimentation. Et donc, ces fabriques, elles peuvent avoir un déploiement local grâce à des partenariats structurants, notamment avec des collectivités, mais aussi avec des acteurs institutionnels ou l'ensemble finalement du tissu aussi associatif et économique local, donc entreprises, associations, etc. Et sur la chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est sur la fonction vraiment d'animation territoriale de ces générateurs de projets, donc ces fabriques à initiative, qui vont tout au long de leur processus
de création d'une solution à fort impact et créatrice d'emplois, mobiliser toutes les parties prenantes d'un territoire. Donc, lors de la détection des besoins et des idées, ils vont mobiliser les entreprises locales, les entrepreneurs, les collectivités, bien évidemment, les citoyens, des réseaux de l'ESS, voilà. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'étude d'opportunité, donc en allant chercher des experts sectoriels sur des métiers ou des problématiques particulières, les acteurs de la création aussi pour l'identification d'importants projets. Voilà. C'est vraiment cette idée de connaître au mieux l'écosystème local pour proposer des solutions les plus pertinentes possibles. Donc, je vous remets la carte des fabriques qui couvre quasiment l'ensemble du territoire et notamment un lien vers un carnet de projets qu'on a fait pour expliquer justement sur 9 projets qui ont été accompagnés par des fabriques, quel est le processus et quel est le rôle de la fabrique sur chaque étape. Et puis je laisserai tout à l'heure Julien en parler un peu plus en détail. Voilà, donc c'était un peu le panorama global des acteurs de l'émergence. Donc, je vous remets une cartographie qui est aussi disponible en ligne et consultable. Et je vous invite à aller regarder parce que sur toutes les régions, il y a des acteurs de l'émergence qui travaillent, qui agissent. Donc, voilà, ces cartographies sont toutes disponibles. Une fois qu'on a fait la phase de création, il va y aussi également des acteurs qui vont travailler sur la phase de développement des projets, de leur consolidation et de leur changement d'échelle. Donc, sur ces deux questions de consolidation et de changement d'échelle, on a un dispositif en France qui existe depuis 2002, qui est présent sur tous les territoires et qui est vraiment à destination des structures de l'ESS, qui s'appelle le DLA, donc le dispositif local d'accompagnement. C'est un dispositif qui est public, qui est accessible à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire employeuses pour se faire accompagner. Et voilà, j'ai remis la cartographie quand même pour vous montrer que depuis 2002, il y a certains acteurs qui ont développé des programmes au changement d'échelle avec l'idée d'aider à l'implantation de certains projets qui ont fait la preuve de leur pérennité, de leur efficacité sur d'autres territoires. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces innovations sociales, elles aillent aussi répondre à des besoins sur d'autres territoires et sur lesquels elles peuvent être tout à fait pertinentes. Donc voilà, il y a plein de dispositifs dédiés, des programmes d'implantation. Donc pareil, je vous ai remis des liens pour aller creuser par la suite si ça vous intéresse. Je vais faire un petit point plus spécifique sur le DLA parce que c'est vraiment un outil le plus répandu sur l'ensemble du territoire. Il est public et gratuit et comme j'ai dit, il a pour objectif de soutenir les structures d'utilité sociale de l'ESS, créatrices d'emplois. Sur l'ensemble des territoires, il va être financé, en tout cas, c'est un dispositif qui est financé par l'État, par le Fonds social européen, la Banque des territoires, le mouvement associatif, SS France, et surtout les collectivités territoriales qui peuvent aussi appuyer et soutenir pour que ce dispositif soit mis en place sur l'ensemble des territoires. Comment ça fonctionne? En fait, il va s'adresser, donc, j'ai déjà dit, aux structures de l'ESS créatrices d'emplois et va les conseiller, les orienter et organiser et élaborer un parcours d'accompagnement pour consolider l'emploi, renforcer le modèle éco de ces structures, améliorer leur stratégie et développer des partenariats. Donc, l'idée, c'est le DLA qui est présent dans l'ensemble des départements va accueillir des porteurs de projets, des dirigeants d'entreprises de l'ESS, faire un diagnostic partagé pour savoir quelles sont leurs problématiques et quels sont les sujets à travailler pour justement dépasser ces problématiques. Ils vont ensuite travailler ensemble sur l'élaboration d'un parcours d'accompagnement. Donc, ça va être vraiment un plan d'action pour répondre à ces problématiques qui va être travaillé ensemble entre le chargé de mission DLA et le dirigeant de l'entreprise ESS. Jusqu'au finalement au bilan et à la consolidation. Et donc là, est-ce que le problème a été réglé? Et si oui, tant mieux. Si non, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis parfois, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement DLA supplémentaire? Donc le DLA, comme je l'ai déjà dit aussi, il est présent sur tout le territoire. Donc 103 DLA départementaux qui accompagnent au niveau départemental, 17 DLA régionaux, un opérateur national qui est la VISE, et puis des centres de ressources. Et là, ça va être plutôt permettre la montée en compétences de ces DLA, des chargés de mission DLA sur des compétences sectorielles type environnement, culture, financement, c'est pas France Active. Juste, Floriane, excuse-moi, je me permets de relayer des questions de précision par rapport au DLA.
Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que les DLA ont des interconnexions territoriales? Première question. Deuxième question, est-ce que le DLA… Donc, la première question était de Patricia de Kousumali. Deuxième question de Gouviguier, est-ce que le DLA sous-entend que l'étape d'émergence soit faite? Et puis, une troisième question sur le fonds de financement du DLA, est-il encore pourvu pour 2020 de Léa Bacave? Et juste la question de Romain Vieille, je propose qu'on la pose à Julia Remonet. Voilà, donc Floriane, si par rapport à ces trois questions… Ok, ben je vais répondre du coup par rapport à la question d'Hugo Viguier. Le DLA sous-entend que l'étape d'émergence est faite, oui, parce que c'est que les structures, enfin c'est toutes les structures ESS qui sont employeuses. Donc que ce soit associations, coopératives, entreprises sociales agréées ESUS, faut vraiment que ce soit des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais qui ont à minima donc un salarié. Sur le fonds de financement du dispositif DLA encore pourvu pour 2020, ben oui, oui, tout à fait. Et il y avait une troisième question, je crois. Mais non, c'est bon. L'interconnexion territoriale, les interconnexions territoriales. C'est-à-dire, est-ce que les DLA entre eux ont des interconnexions? Est-ce qu'ils travaillent avec des acteurs locaux? En fait, le DLA, oui, il va travailler avec les acteurs locaux parce que dans la première phase, attendez, je vais vous remettre là, dans la phase 3, là, comment est-ce qu'il agit? Il y a une première étape qui est une étape d'accueil et d'orientation. Et le chargé de mission DLA va en faire un bilan de la situation, enfin, va échanger directement avec le dirigeant de l'entreprise. Donc, soit en fonction de la situation et de ses problématiques, l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un accompagnement DLA, soit le DLA va aussi parfois le réorienter vers des structures, d'autres structures locales ou d'autres structures d'accompagnement qui répondront mieux à ses besoins. Donc c'est en cela que un DLA qui est bien intégré sur le territoire avec un bon maillage territorial, un DLA d'autant plus efficace dans cette phase d'orientation. Donc oui, il y a des interactions, et puis après les DLA entre eux travaillent ensemble pour des communautés pour échanger entre eux, quoi. Ok, donc faut-il déjà avoir un salarié? Oui. Oui, il faut au moins un salarié. Est-ce que l'embauche d'un apprenti peut permettre à une association de bénéficier de l'accompagnement DLA? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais je pourrais vérifier. Après, je le présente de façon globale, mais surtout vraiment, si vous avez des questions sur le DLA, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a toute une équipe qui travaille justement à la ville sur l'animation du réseau DLA, qui outille les chargés de mission, qui travaille sur les interconnexions justement entre les différentes structures porteuses. Donc voilà, on peut répondre à toutes les questions. J'ai rajouté après dans ma slide suivante des liens pour aller aussi avoir plus d'informations en ligne et sur les différents acteurs présents qui portent le DLA. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le DLA? Non, je pense que c'est tout. Pardon. C'est tout? Oui, il y a des questions sur le DLA qui embauche, mais ça c'est peut-être effectivement un peu spécifique comme question. En tout cas, c'est vraiment un outil qui est pertinent et qui a besoin aussi vraiment de s'articuler avec les collectivités territoriales qui peuvent qui peuvent aussi, par exemple, jouer un rôle de prescripteur et d'envoyer justement des structures de SS qui peuvent être en difficulté ou qui ont besoin d'accompagnement vers les DLA. Et on avait récemment fait une visioconférence sur les programmes d'accompagnement en milieu rural et certains DLA témoignaient en disant, voilà, sur certains territoires ruraux, finalement, il y a des porteurs de projets ou des dirigeants d'entreprise qui ne connaissent pas le dispositif et c'est dommage parce qu'ils peuvent en bénéficier. Il est gratuit pour eux et ils pourraient débloquer des situations complexes. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il y a une question sur l'accompagnement du DLA par rapport au coronavirus. Oui, les DLA peuvent être mobilisés aussi en cas dans une situation un peu de crise. Les DLA vont intervenir par exemple sur tout ce qui concerne le projet stratégique, tout ce qui concerne la gouvernance en interne, en fonction de ce qui aura été identifié comme problématique, mais souvent c'est celles-là qui reviennent, quoi. Ça peut être des problématiques de com. Et voilà. Est-ce que Merci. Je propose, simplement pour les questions sur le rôle de la collectivité, peut-être on y répondra avec Julia Remonet et Eric Marion.
Voilà. Ok, Donc, si tu ça veux marche. juste conclure, Floriane. Tout à fait. Et donc, voilà, c'était un panorama global et rapide. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs au niveau national qui font ça, qui travaillent sur l'accompagnement de projets de SS et des entreprises sociales. Mais voilà, vous aurez avec le PowerPoint tous les liens pour aller chercher les acteurs sur votre territoire, plus d'infos, ou même nous demander aussi pour qu'on vous réoriente et qu'on vous conseille. Et juste, je voulais faire un petit point parce qu'avec le RTS, dans le cadre du projet Tresson qu'a présenté Anne-Laure, on a vraiment identifié ce besoin de travailler sur les coopérations au niveau local pour renforcer encore plus l'ESS. Et donc, on a créé une nouvelle communauté qui s'appelle Créa Rural, avec l'idée de rassembler tous ces acteurs de l'accompagnement qui sont spécialisés ESS sur l'ensemble des phases, des acteurs de l'accompagnement plutôt thématique et qui ciblent des projets ruraux de l'ESS, donc qui accompagnent au niveau de l'alimentation, des projets agricoles ou des projets d'énergie partagée et qui ont besoin aussi de monter en compétences encore sur l'accompagnement. Des acteurs du développement rural ou de l'entrepreneuriat rural qui s'intéressent à l'ESS. Et enfin, des réseaux de l'ESS qui s'intéressent à l'accompagnement de projets dans les territoires ruraux. Et donc, l'idée de réunir tous ces acteurs dans une communauté, c'est de permettre de valoriser des programmes qui existent, de partager des bonnes pratiques, derrière toujours la même façon d'aller créer de l'outil manquant et surtout voilà, d'encourager des coopérations entre ces acteurs pour permettre leur montée en compétence chacun, certains sur les modèles de l'économie sociale et solidaire pour mieux les accompagner et d'autres sur comment est-ce qu'on va travailler sur les territoires, est-ce qu'il y a des méthodes particulières, des choses à prendre en compte et des spécificités. Voilà, donc je remets le lien de la newsletter Tresson, bien sûr mon contact, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire. Ok, merci beaucoup Floriane pour cette présentation et ce panorama. Je vous propose tout de suite de laisser la parole à Arnold Bornet sur les questions de financement, donc sur le panorama des acteurs du financement. Et continuer à poser les questions via le système de questions-réponses ou le chat. Arnold, ton micro est coupé pour l'instant. Juste les billets pour l'instant. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Parfait. Désolé, j'avais oublié de le remettre. Et donc j'avais commencé à parler. Donc déjà, oui, désolé, j'ai un masque puisque je ne suis pas tout seul dans mon bureau, donc je suis obligé par la réglementation. Et je disais, on va faire une petite présentation des solutions de financement. Et ce que je trouve toujours intéressant lorsqu'on parle de solutions de financement, on a tendance tout de suite à aller sur les solutions. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est pour savoir quelles sont les solutions qui sont adaptées, c'est intéressant de commencer par connaître les besoins. Ça vaut, enfin, et c'est pas forcément naturel comme façon de penser, on va dire. Et je trouve que c'est intéressant de le dire à la fois aux dirigeants de structures eux-mêmes, hein, puisque souvent on a 1000 choses à gérer et du coup on passe pas forcément à vraiment analyser les besoins pour du coup voir quelles sont les solutions les mieux adaptées. C'est un travail qui n'est pas toujours simple. Mais c'est vrai aussi, je pense, pour les financeurs, que ce soit les collectivités, que ce soit les fondations, que ce soit ou autres, aussi de se poser la question de quel est son rôle et comment on intervient et comment on peut du coup, sur un territoire par exemple, s'assurer qu'il y a une bonne articulation des différents acteurs pour que les différents besoins soient couverts. Alors, je vais essayer de le faire très rapidement. J'ai mis une liste de besoins ici très classique, hein, quand on est une structure, que ce soit une structure de SS ou pas d'ailleurs, il faut payer ses salaires, son loyer, son électricité, ses véhicules, l'aménagement des locaux, etc. Et c'est intéressant de se dire que ces besoins, ils font partie de catégories et chacune de ces catégories, il y en a 3 grandes et c'est important de les connaître parce qu'elles ne vont pas appeler les mêmes solutions. Nous, à France Active, ça nous arrive souvent de voir des dirigeants qui viennent nous voir en disant j'ai un problème de trésorerie, est-ce que vous pouvez me financer? Et en général, ce qu'on leur dit, c'est le problème de trésorerie n'est pas un besoin de financement. En gros, c'est le symptôme qu'un besoin est mal couvert. Et en fonction de quel besoin est mal couvert, forcément, on ne va pas du tout aller vers les mêmes solutions, on ne va pas aller vers les mêmes
faire les mêmes réflexions, on ne va pas travailler sur les mêmes axes. Et du coup, c'est vrai que le premier travail qu'on fait en général, c'est d'essayer de faire un diagnostic, entre guillemets, de dire quel est le besoin quel est le besoin couvert, enfin, qui n'est pas couvert en l'occurrence, ou qui risque de ne pas être couvert dans les mois, dans les années qui viennent. Une structure vient nous voir avec un nouveau projet. OK, quel est le besoin quels sont les besoins qui sont couverts correctement et quels sont les besoins qui risquent de ne pas l'être. Et donc, c'est là où on va mettre l'effort sur le financement. Alors, les 3 besoins, c'est facile. Il y a le fonctionnement. Donc, le fonctionnement, pour le dire très simplement, c'est ce qui concerne le moment présent, hein, c'est-à-dire quand je paye un salaire, le bénéfice que j'en tire, c'est 1 mois de travail de mon salarié, en gros, donc on est bien sur le moment présent. Alors que les investissements, c'est quelque chose, on le paye maintenant, mais on en a un bénéfice sur une durée plus longue. J'achète une voiture, je la paye maintenant, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je continuerai à utiliser cette voiture que pourtant j'ai payée. Donc c'est ce qui fait la différence. Ça a l'air de rien, mais cette différence, elle va complètement changer la façon de voir, la façon de le financer. Donc c'est pour ça que c'est une différence importante lorsqu'on parle de financement. Et puis, globalement, que ce soit les structures ou que ce soit les financeurs classiques, ces 2 types de besoins, j'ai envie de dire, on les voit. Alors, peut-être qu'on ne sait pas toujours les distinguer l'un de l'autre, mais en tout cas, on les voit sans problème. Et puis, vous voyez qu'il y en a un troisième ici, puis j'ai mis le grand oublié. Lorsque je fais l'exercice que je fais souvent en formation, de dire dites-moi quels sont tous les besoins d'une association. Souvent, on fait une liste voilà, avec plein de choses ici. Et puis là, généralement, on ne met rien. Alors que le BFR, pareil, je vais le dire très rapidement. Ce qu'il faut retenir du BFR, c'est que c'est un besoin à part entière, qui est bien distinct du fonctionnement et des investissements. On verra qu'en plus, il concerne particulièrement les ESS, ça je vais le dire après, mais en tout cas, il concerne toutes les structures de toute manière. Et ce besoin, c'est pas juste un calcul comptable un peu ésotérique, c'est bien un besoin concret. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne finance pas son BFR, il a des problèmes de trésorerie. Et puis quelqu'un qui ne le finance pas du tout, la structure, ça peut aller jusqu'à une cessation de paiement. Donc c'est un vrai besoin de financement qui est bien distinct des 2 autres et qu'il faut voir et anticiper. C'est le besoin en un mot qu'il y ait des décalages de paiement. Je paie mes salaires tout de suite, mais mon client me paie dans 2 mois ou je reçois ma subvention dans 3 mois. Il faut bien que j'ai de l'argent pour payer tout ça et ce n'est pas un besoin ponctuel. Contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est un besoin qui est structurel puisque le temps que je récupère l'argent, j'ai payé d'autres salaires, etc. Donc c'est un besoin qui est... Et troisième élément sur ce besoin, c'est un besoin qui a tendance à grossir. C'est-à-dire que plus une structure se développe, plus elle fait d'activités différentes et plus ce besoin va grossir. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a des solutions, il y a des possibilités de le financer, mais il faut l'anticiper. Et si on ne regarde que les 2 premiers, on se met en position d'avoir des structures sur le territoire qui ne pourront pas grandir, qui seront freinées dans leur élan. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre quels sont les besoins. Et une structure qui a un problème de trésorerie ou qui va en avoir, c'est toujours une structure qui ne finance pas suffisamment au moins un de ses besoins. Il n'y en a pas de quatrième, si vous voulez. Là, on a vraiment fait le tour. Donc, c'est intéressant lorsqu'on pense financement sur un territoire, de penser est-ce que les structures de mon territoire vont pouvoir, si on veut qu'elles se développent, qu'elles nouvelles activités, qu'elles innovent, qu'elles accompagnent plus de monde, est-ce qu'elles sont en capacité de couvrir ces trois besoins de financement? Alors, à chacun de ces besoins, il y a des solutions. Évidemment, sur le fonctionnement, on va avoir les subventions d'exploitation pour les activités non marchandes. C'est le chiffre d'affaires lorsqu'on est sur une activité marchande, mais il peut aussi y avoir les cotisations, il peut y avoir les dons, le legs, le mécénat. Il y a juste toujours un point d'alerte lorsqu'on construit un modèle économique, parce que c'est de ça qu'on parle ici, c'est que besoin récurrent égale financement récurrent. C'est-à-dire que si on finance un besoin récurrent avec ça paraît évident ce que je dis, mais parfois quand on est dans le feu de l'action, voilà, on le voit pas toujours. Lorsqu'on finance lorsqu'on a un besoin récurrent, il faut s'assurer qu'on a un financement récurrent et donc voir à plus d'1 an, mais voire à 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est sur la question du fonctionnement. Sur les investissements, pour le coup, on peut avoir d'autres solutions. C'est là où on peut commencer à parler d'emprunt. Puisque, je donnais l'exemple du véhicule tout à l'heure, puisque mon véhicule, dans 2 ans, dans 3 ans, je continuerai à l'utiliser, à en bénéficier, ce n'est pas complètement incohérent que je continue à le payer à ce moment-là.
Et donc, c'est pour ça qu'un emprunt peut être une solution intéressante. On va aussi trouver évidemment les subventions d'investissement, dont legs et mécénat sont aussi appropriés, parfois même plus appropriés encore lorsqu'il s'agit d'une solution non récurrente, puisque les investissements sont des besoins non récurrents, enfin en tout cas qui arrivent à échéance plus espacée. Hein. Un véhicule, on va rejeter un tous les 4 ans ou tous les 5 ans, les aménagements du local aussi. Voilà. Alors quelque chose qui dans le milieu de l'ESS fait parfois un peu, comment dire, dont on parle peu, alors que c'est une vraie solution, apport en fonds propres ou quasi fonds propres. La plupart des associations se créent sans fonds propres. C'est-à-dire qu'elle se crée sans l'une des principales solutions pour financer les investissements et pour le BFR, on va le voir juste après, c'est-à-dire qu'elles partent du coup avec un handicap par rapport à une entreprise classique. Et donc là aussi, c'est toujours intéressant de se dire comment on peut combler ce handicap. Alors, à France Active, on a quelques solutions, mais c'est intéressant de se poser la question, que tous les financeurs se posent la question et que toutes les structures aussi se posent la question de se rendre compte que c'est quelque chose qui leur manque, puisque c'est une solution pérenne qui finance un besoin qu'elles ont comme les autres structures et qu'elles ont même parfois plus que les autres structures, et donc de se poser la question, en tout cas d'envisager aussi cette solution. Voilà. Et enfin, le BFR, apport en fonds propres, quasi fonds propres, je dirais que si jamais on était si j'étais une banque classique, je vous dirais c'est que les deux premiers, hein. C'est que apport en fonds propres, quasi fonds propres, et puis emprunt court terme. Les emprunts court terme, c'est une solution qui existe, que les banques proposent, qui coûte très cher. Et beaucoup d'associations en sont réduites à utiliser cette solution-là parce qu'elles n'ont pas accès ou elles ne savent pas comment faire pour avoir cette solution-là. Nous, à France Active, on en propose une troisième. On pense que ça peut être pertinent aussi d'avoir un emprunt moyen et long terme. Donc moyen et long terme, ça veut dire un emprunt d'une durée supérieure à 1 an. Ça peut être intéressant. On essaie aussi de convaincre les banques de le faire, mais évidemment, ça nécessite d'avoir une capacité de remboursement en face. Voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant à dire, c'est que ce besoin invisible est anticipé à financer comme les autres, et la meilleure façon de le financer, c'est ça, c'est les apports en fonds propres. C'est la solution la plus pérenne et la plus compliquée, on va dire, pour les ESS. Donc là, on est vraiment sur un sujet intéressant. Du coup, les spécificités des ESS là-dessus. Alors, sur le fonctionnement, il y a une baisse globale des financements publics. Disons, ce n'est pas évidemment une règle absolue, mais c'est quand même quelque chose qu'on constate. Il y a une augmentation de l'activité marchande. Globalement aussi, c'est quelque chose qu'on constate dans les différentes études qui sont faites. Et du coup, beaucoup de SS sont dans une obligation de réinventer le modèle économique, parfois dans la douleur, parfois pas. Mais en tout cas, on est sur une invention. Et pareil, on va le voir, c'est encore plus vrai dans le monde rural. Au niveau des investissements, globalement, il y a une confiance des banques qui est en augmentation sur le SS en général. Je parle sur le temps long. Hein. Par rapport même à quand moi j'ai commencé il y a 15 ans à travailler dans le réseau, les banques font plus confiance globalement aux ESS aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Ensuite, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais c'est quand même quelque chose qu'on constate. En revanche, le problème dont je parlais, c'est que beaucoup de SS n'ont pas d'autre possibilité que la dette, parce que peu d'accès aux fonds propres, moins en tout cas que les entreprises classiques. Et donc ça, c'est un vrai frein au développement. D'autant que, si on utilise de l'endettement plutôt que du fonds propre, ça nécessite plus de capacité de remboursement. C'est-à-dire de générer plus générer plus de trésorerie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi un sujet. Le BFR, alors le problème, c'est que donc, ce besoin n'est souvent pas pris en compte, pas anticipé, parce qu'il a l'air plus technique, alors qu'encore une fois, c'est un vrai besoin, ce n'est pas un faux besoin, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas un indicateur, c'est un besoin de financement tout à fait concret. Le besoin est plus important dans l'ESS que dans le secteur marchand, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Donc non seulement il est moins vu, mais il est plus fort. Et encore une fois, peu d'accès en fonds propres, donc souvent obligé de financer par des prêts court terme onéreux.
Donc on est là sur tout le paradoxe de l'ESS, on a un besoin plus important que la moyenne et moins bien financé. Et du coup, tout ça, ça fait des prêts court terme qui coûtent cher aux ESS, et qui au final, donc ceux qui en profitent, entre guillemets, c'est les banques, hein, puisque ceux qui font du profit là-dessus, mais c'est sûr qu'on a, on a un sujet là-dessus, et clairement, disons que l'un des rôles de France Active depuis sa création, ça a vraiment été ça, c'est-à-dire de dire comment apporter des solutions intéressantes pour les structures sur le financement des investissements et du BFR. Comment aussi amener les banques à mieux financer le BFR, notamment avec des prêts moyen terme. Et donc ça, c'est aussi un travail qu'on fait. On le fait notamment grâce à tout un système de garanties qui nous permettent de limiter le risque des banques et donc les amener à mieux financer plus et de façon beaucoup moins chère, hein, parce que pour un montant égal, un prêt moyen terme est moins cher qu'un prêt court terme. Et donc, voilà, tout ça, c'est un travail qu'on fait et qu'on fait sur les territoires grâce à notre réseau, puisqu'on a des implantations régionales ou départementales sur tout le territoire de métropole. Donc, voilà un peu le sujet. Alors, au niveau des acteurs, un petit point rapide. Donc, on a les subventions, donc évidemment, c'est collectivités, État, Europe, institutions publiques, le chiffre d'affaires, c'est les clients. Dans les particuliers, il y a toujours la question de la récurrence. Les structures qui arrivent à avoir un modèle économique récurrent grâce aux dons de particuliers est très rare, hein, c'est plutôt les grosses associations connues du grand public, donc les Restos du Cœur, etc. Enfin, on est un peu sur ce type-là. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais disons que c'est difficile. Et puis, pour le mécénat, il y a évidemment toutes les fondations, sachant qu'il y a encore une fois une question de récurrence. C'est-à-dire qu'on va plutôt souvent être sur une notion de projet. Un projet, le projet d'une association ou d'une ESS, peu importe, c'est la plupart du temps, c'est un ensemble de ces trois besoins qu'il faut voir. Au niveau des investissements, pareil, il y a les subventions d'investissement. Les prêts moyen long terme, ça va être les banques. Les apports en fonds propres, quasi-fonds propres, c'est les investisseurs solidaires. Alors, pareil, il y a 15 ans, France Active, on était un peu seul à avoir ce rôle-là. Il y en a d'autres qui sont apparus, mais qui sont souvent sur un type spécifique de projet, généralement à fort potentiel, sur lequel on va aussi. Mais sur les projets, disons, de taille plus modeste, France Active reste quand même un acteur important. Ce qui est important aussi de dire sur ces investisseurs solidaires, c'est que généralement, ils sont assez centralisés. C'est-à-dire que France Active, on a un réseau et donc on essaye toujours d'être en proximité par rapport aux entrepreneurs, aux structures de l'ESS qu'on accompagne. Voilà, on va retrouver aussi les particuliers pour les dons et les fondations. Et puis, le BFR, on va retrouver nos histoires d'apport en fonds propres, quasi-fonds propres, qui peuvent être financés par des investisseurs solidaires. Pour le court terme, les banques. Pour le moyen terme, alors les banques, elles détestent financer du BFR en moyen terme, mais encore une fois, elles le font de temps en temps. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de les amener à faire pour que les ESS puissent se développer en ayant financer un maximum de choses. Ce qu'on peut dire aussi sur les fonds propres, c'est qu'une autre façon d'avoir des fonds propres, c'est de faire du bénéfice. Enfin, en tout cas, d'avoir un résultat positif. C'est pas du bénéfice comme une entreprise classique dans une association, dans le sens où il n'est pas distribué, mais en tout cas, c'est aussi important de laisser les associations en faire, parce que souvent, c'est un peu la seule solution qu'elles ont d'avoir des fonds propres. Et donc, voilà, c'est aussi un message qu'on fait beaucoup passer. Ça permet de rembourser les prêts, ça permet d'avoir des fonds propres, de financer ses besoins. Donc, c'est aussi important si on veut se développer. Voilà. Un dernier point rapide sur les spécificités du rural. Alors, sur le fonctionnement, dans le rural, il y a plus de multi-activités et plus d'hybridation des ressources qu'ailleurs. J'ai mis encore qu'ailleurs parce que c'est un constat assez général sur l'ESS, mais c'est vrai qu'on le retrouve encore plus dans le rural. Et du coup, ça fait des modèles économiques innovants et complexes, donc parfois difficiles à mettre en œuvre. Forcément, plus on a d'activités, plus le modèle économique va être difficile à trouver. Faut trouver des liens entre les activités, il faut trouver des cohérences. Donc voilà, tout ça, c'est un gros travail à faire. Il y aurait
mille autres choses à dire, mais j'ai pas le temps. Sur les investissements, alors j'ai mis projet agricole. Alors je sais bien, hein, c'est souvent quand on parle du rural, on dit attention, le rural, c'est pas que l'agricole du tout, et c'est tout à fait juste. Mais ça représente évidemment forcément quand même une part plus importante qu'ailleurs. Donc pour les projets agricoles, il y a la question du foncier qui se pose généralement. Il y a aussi beaucoup de solutions qui existent. Pour les multi-activités, ça peut aussi nécessiter des investissements multiples, donc des projets plus, ce qu'on appelle capitalistiques. Alors, capitalistique, ça ne veut pas dire capitaliste, hein, ça veut dire qui nécessite beaucoup de fonds au départ. Et puis, pour le BFR, pour les projets agricoles, il y a aussi une question de temps de production qui est long et qui donc augmente le besoin. Voilà, je crois que c'était tout. Et merci beaucoup Arnold pour cette présentation. Il y a plusieurs questions qui sont posées. Alors peut-être j'ai une question sur est-ce qu'il y a une mesure financière de l'impact du confinement du Covid pour les structures de l'économie sociale et solidaire? Oui, oui. Alors effectivement, là-dessus, il y a beaucoup d'aides qui existent, qui se font dans les territoires. France Active, on a notamment travaillé sur un certain nombre d'entre elles, et il y en a qui sont encore en train de se faire. Donc il y a eu évidemment, mais ça c'est vrai pour toutes les structures, hein, les OSS et les autres, comment dire, une baisse d'activité, notamment pour celles qui avaient une activité marchande. Donc tout ça, il y a plusieurs mesures qui existent et plusieurs accompagnements, notamment un prêt solidaire. Voilà. Sur certains territoires, des fonds mutuels. Donc c'est pareil, tout ça pour savoir ce qui existe. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations territoriales qui ont à la fois les mesures nationales, mais qui peuvent aussi vous présenter des mesures locales, parce que certaines régions ont accompagné beaucoup cette partie-là. Existe-t-il sur certains territoires des fonds mutualisés structurés entre associations, donc trésorerie, compétences matérielles? Donc oui, ça existe évidemment. C'est chaque association ou territoire, c'est souvent des initiatives forcément locales, mais donc oui, ça existe. Il y a deux Alors questions sur les questions un peu d'émergence, dont une question sur est-ce qu'il y a quel financement pour accompagner au stade émergent les ressources humaines, et en lien avec cette question de Nicole, une question de Hugo Viguier qui demande s'il y a des subventions pour permettre à un porteur de projet de développer son projet lorsqu'il n'a pas de revenus. Alors, il y a tout à fait, à France Active, on a développé la place de l'émergence qui répond exactement à ça. On travaille en partenariat avec plusieurs financeurs, notamment des fondations, sur exactement ce sujet-là, c'est-à-dire comment financer l'émergence d'un projet. Et donc, en l'occurrence, on va financer plutôt des personnes, on va financer le porteur du projet dans la création de son projet. Donc oui, ça existe. Ok, Et pareil donc là pour c'est ça, vraiment se renseigner auprès des fonds auprès des territoriaux, France associations, voilà. Active. Il y a des associations territoriales vous pouvez aller sur le site internet, il y a les adresses de toutes les associations territoriales, régionales ou départementales, et donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles, et elles vous parleront encore une fois de ces mesures nationales dont je vous parle, mais elles connaissent aussi les mesures de vos territoires, donc c'est toujours intéressant de s'en rapprocher, ça permet d'avoir un panorama plus complet. Ok, une question sur la nef. Fait-elle partie des financeurs, des investisseurs solidaires? Oui. Alors, oui, alors la nef, c'est un financeur solidaire sans aucun doute. Elle se positionne plutôt comme une banque solidaire que comme un investisseur, même si elle a aussi une activité d'investisseur. Donc voilà, ça fait partie des acteurs historiques, on va dire. Ok. Une remarque de M. Ribou sur la Banque des territoires. Caisse Dépôt renforce ses investissements directs au bénéfice des structures de l'ESS, notamment sur certaines thématiques liées au monde rural, transition alimentaire, économie circulaire, insertion par l'activité économique. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Tout à fait. Et effectivement, on le voit dans l'annonce du plan de relance, et notamment du volet économie sociale et solidaire du plan de relance qui a été annoncé jeudi dernier.
sur les autres questions, est-ce que vous pouvez aider à mettre en place des fonds de rotation entre les ensembles d'acteurs de l'ESS qui permettent de financer successivement les initiatives des uns et des autres? Alors, on n'a pas d'outil qui fonctionne exactement comme ça, mais d'une certaine manière, il y a une forme de rotation parce que dès qu'une ESS rembourse le prêt qu'on lui a fait, l'argent qui est remboursé, il sert pas, on le réinvestit dans une autre ESS en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de nos outils ils fonctionnent comme ça. Hein. On n'est pas, on sert pas à rémunérer un actionnaire ou à se rémunérer ou à gagner de l'argent. Notre modèle économique n'est pas du tout celui-là. Nous, notre modèle, c'est bien de permettre on a des financements publics, hein, on est nous-mêmes une association, et donc notre modèle, c'est bien de permettre aux structures de se financer. Et donc dès qu'une structure nous rembourse, ben, ça permet d'en financer une autre. Donc je ne suis pas sûr que ce soit exactement à ça que pensait la personne qui pose la question, mais de fait, c'est déjà un peu ça. Ok, merci beaucoup. Quelques questions sur les fonds européens. Est-ce que les acteurs se plaignent souvent de la complexité des fonds européens? Existe-t-il des solutions d'accompagnement pour la levée de fonds spécifiques aux fonds européens? Et est-ce que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle sur les fonds européens? Alors, je me permets déjà peut-être de vous renvoyer à une dernière publication du RTES sur Europe et économie sociale et solidaire, le rôle des collectivités, dans laquelle on présente un certain nombre de fonds européens et justement sur le rôle possible des collectivités locales, ainsi que des contacts de structures qui peuvent accompagner à la mobilisation de fonds européens, aider au montage de dossiers européens. Je ne sais pas si Floriane ou Arnold, vous souhaitiez… Je veux bien peut-être rajouter un petit truc sur les fonds européens. Enfin, effectivement, il y a une complexité administrative très, très importante, ça c'est, je veux dire, évident. C'est toujours important lorsqu'on essaie de mobiliser des fonds européens de prendre en compte cette complexité, c'est-à-dire de s'assurer de sa capacité de gestion de cette complexité, parce qu'on a vu des structures avoir des très gros problèmes à cause justement d'un manque de capacité à gérer cette complexité. Alors ensuite, cette complexité, évidemment, on peut la regretter, etc. Et s'il y a des accompagnements qui existent, tant mieux. L'autre sujet, c'est que souvent, et qui est aussi important, c'est que souvent les financements européens ont des délais de versement qui sont longs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le moment où on les mobilise. C'est-à-dire que ça finance un sujet qui souvent est le fonctionnement, si je reprends les trois besoins, mais ça crée un besoin qu'est le BFR, encore plus important. Et lorsqu'on pense au financement européen, c'est intéressant d'avoir cette vision globale, de se dire, OK, j'ai des financements en fonctionnement pour financer telle ou telle action, tant mieux, mais du coup, j'ai un besoin de financement de BFR, comment je le finance? Et si je n'ai pas de réponse à cette deuxième question, alors il faut pas y aller, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui, ça mériterait en soi une visioconférence. Je vous propose peut-être de passer la parole à Julia Remonet du générateur Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est une des structures qui porte le dispositif Fabrique à initiative que Floriane a présenté. Et peut-être, Julia, il y a notamment 2 questions qui ont été posées auxquelles votre initiative peut apporter des réponses. C'était une question sur comment est-ce qu'une collectivité peut être accompagnée pour la création d'une structure. Donc peut-être votre présentation sous cet angle. Et puis, une deuxième question sur quelles méthodes et outils pour approcher les élus locaux et les mobiliser, et notamment les mobiliser dans la durée. Donc par rapport à ces deux questions, je pense que votre initiative donc partenariale en Bourgogne-Franche-Comté peut apporter des éléments de réponse. Effectivement, du coup, moi je vais vous présenter le générateur et on travaille principalement avec des collectivités locales pour identifier les besoins. Donc je vais vous expliquer comment
comment il s'y prend. Je suis désolée, du coup, la première question, je l'ai pas entendue. C'est comment une collectivité peut être accompagnée pour créer une structure, hein. Donc, je pense que vous allez y D'accord. répondre. Oui, du coup, pour nous, c'est un acteur en fait qui va faire partie du collectif qu'on mobilise pour à terme créer la structure. Enfin, je vais dérouler et puis les personnes qui vont me poser la question pourront me dire si j'ai pas répondu à ces deux questions. Donc, le générateur Bourgogne-Franche-Comté, tout d'abord, en fait, dire qu'on est un collectif de 6 acteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous avez en fait les logos là sur la présentation. Moi, je suis chargée de mission à France Active Franche-Comté sur ce dispositif-là. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis maintenant, enfin un collectif qui existe depuis maintenant 4 ans en région. Et France Active Franche-Comté coordonne ces 6 acteurs et porte effectivement en fait la reconnaissance fabrique à initiative de la VISE. Donc, on partage en fait avec ces 6 acteurs la même méthode d'intervention sur les territoires et le même objectif. Donc, l'objectif, c'est de créer de l'activité économique à partir des besoins des territoires et des ressources qui ne seraient pas suffisamment valorisées. Ça, c'est vraiment notre point d'accroche sur les territoires. C'est à partir de là qu'on démarre. Quand je dis territoire, c'est principalement des communautés de communes avec qui on travaille parce que c'est une échelle qui est assez pertinente. Mais on peut travailler aussi, on travaille avec des syndicats mixtes, par exemple de traitement et valorisation de déchets. On s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi des choses intéressantes à l'échelle de la commune. Donc, je vais vous expliquer peut-être la méthode en illustrant en fait avec un projet sur lequel on est quasiment en phase 3. Donc, notre première étape, c'est d'identifier c'est quoi le besoin sur le territoire et de s'assurer en fait qu'il est partagé par par une majorité de personnes sur le territoire. Donc, l'illustration, c'est on travaille avec un syndicat de traitement de valorisation et de traitement de déchets qui est venu nous voir parce qu'il souhaite identifier un besoin qui est de réduire le gaspillage alimentaire sur son territoire. Donc, l'idée pour nous, c'était d'abord de faire une liste d'acteurs à rencontrer pour s'assurer qu'effectivement, il y a bien un enjeu de réduction du gaspillage alimentaire sur le territoire, de voir comment déjà cette problématique était gérée. Donc, on a rencontré en fait les acteurs de l'aide alimentaire, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Banque Alimentaire. Ensuite, on a essayé, parce que c'est plus compliqué, hein, on a essayé de rencontrer les acteurs des grandes et moyennes surfaces. Et puis, pour en savoir un petit peu plus, on a voulu mener une étude et on a fait appel à un expert pour essayer de quantifier c'était quoi le gaspillage alimentaire sur le territoire. Il se trouve que c'est quand même compliqué de quantifier le gaspillage alimentaire sur un territoire parce que quand on va poser la question de c'est quoi le gaspillage alimentaire, est-ce que vous gaspillez à n'importe quel acteur, la réponse est assez rapide où on obtient un non. Et c'est quand même compliqué en fait de mesurer c'est quoi le gisement de ce gaspillage alimentaire. Donc, on a à nouveau mis les acteurs autour de la table en faisant le constat qu'on y arriverait difficilement à savoir ce que c'est que le gaspillage alimentaire sur le territoire avec une étude quantitative et qu'il fallait en fait plutôt passer par une phase de projet. D'où du coup le passage à la phase 2, de l'idée au projet, où les acteurs autour de la table étaient d'accord pour se dire lançons-nous, créons un test d'une cuisine, d'un atelier de transformation alimentaire où on va en fait travailler avec ceux qui font la collecte et puis on verra bien chaque jour ce qui arrive dans la cuisine pour le transformer et puis ensuite tout ce qui sera transformé sera redistribué via l'aide alimentaire. Donc, tout ce que je vous explique là, cette phase de construction de projet, ça correspond vraiment à notre phase 2, où on a passé quand même, je vous l'explique là rapidement, mais on a quand même passé beaucoup de temps pour se mettre d'accord avec tous les acteurs qui font partie du projet, pour que du coup, la banque alimentaire se dise d'accord, moi, une partie de ma collecte, ou alors je vais agrandir un peu ma collecte pour alimenter en fait votre atelier de transformation. On ne voulait pas créer un gros investissement de départ. Donc, du coup, on a recherché en fait une cuisine
sur les territoires qui fonctionnaient que partiellement dans la journée. Donc, on travaille avec une maison familiale et rurale qui cuisine le matin pour ses élèves, et l'après-midi, la cuisine est disponible. Bon, bah, tant mieux. Du coup, on essaye de, voilà, on leur a proposé d'utiliser la cuisine l'après-midi pour ce projet, donc ils ont accepté. Et puis ensuite, on a lancé un recrutement. Donc là, il y a un recrutement qui est en cours pour un cuisinier qui va intervenir dans les locaux de la MFR. Et ensuite, s'est posé la question de la distribution. Donc, tous les acteurs m'ont dit d'accord pour le projet à une condition, c'est que, évidemment, les plats qui vont être transformés soient distribués, enfin, reviennent en fait dans le circuit de l'aide alimentaire et soient distribués par l'aide alimentaire. C'est ce qui va être fait pendant le test. Donc voilà, ça c'est notre phase 2. C'est la façon dont on construit le projet et on valide une opportunité. Donc il y a deux façons en fait de valider l'opportunité. Il y a cette phase de test et d'expérimentation concrète, et puis il y a la phase d'étude quand c'est plus approprié, d'étude d'opportunité. Donc là, on en est là sur ce projet. On va faire un test sur une année, et l'idée après, c'est de se dire qu'on passe en phase 3, c'est-à-dire avec une structuration de projet qui devienne autonome et qui a un réel modèle économique qui lui permette en fait de fonctionner sans une majorité de subventions. Parce que là, pour le test, par exemple, on est sur 100% de subventions. Mais il faut bien que le projet puisse trouver en fait ses propres ressources pour arriver en fait à vivre de ses propres activités. Et le porteur de projet, donc la structure qui va en fait devenir vraiment la structure qui va gérer le projet, elle intervient en général entre les phases 2 et les phases 3. Et nous, on parle souvent en fait de création d'activités inversées avec la méthode générateur. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas un porteur de projet, on accompagne bien un territoire qui recense des besoins sur son territoire et qui a besoin de créer des solutions collectives pour y répondre. Et en fait, ces solutions collectives, elles vont faire l'objet d'une création d'activités économiques et la plupart du temps à vocation plutôt économique et sociale, puisque du coup, on est sur un besoin de territoire et du coup, un projet qui a une utilité sociale. Donc, nos contributions, ça, les deux premiers points, je l'ai quand même déjà dit. Juste, excuse-moi, Julia, par rapport au projet alimentaire, il y avait une question sur quelle structure juridique porte le projet alimentaire? Alors, pour l'instant, on est sur une création d'association. C'est assez simple. On a décidé de créer une association pour la phase de test. Et avec quel financement? Et est-ce que l'accompagnement est gratuit? Est-ce que votre accompagnement est gratuit? Alors, avec un financement, là, on a trouvé un financement ADEME, DRAF, département pour le projet d'atelier de transformation alimentaire. Et puis, notre accompagnement, il est payé en partie par la collectivité avec laquelle on accompagne. Mais on a des financeurs qui financent en fait le temps de travail du générateur, qui sont la région, l'ADEME et la Banque des territoires. Donc en fait, il y a un reste à payer par la collectivité sur chacune des phases. Ok. Une autre question, est-ce que vous intervenez sur plusieurs besoins ou projets en même temps sur le même territoire? Oui, ça peut arriver. Par exemple, là, on travaille sur le territoire de la Haute-Saône et on va lancer deux sujets en même temps, qui se recoupent parce qu'on parle de l'attractivité du territoire, mais on va lancer deux phases, une phase sur les nouveaux arrivants et puis une phase sur l'attractivité pour les jeunes. Donc oui, c'est possible. Après, c'est une question de moyens chez nous. Voilà, de se dire est-ce qu'on est en capacité de lancer deux phases en même temps sur un même territoire. Merci. Et une question, comment est-ce qu'on peut identifier ce type de structure sur d'autres territoires? Et donc là, en particulier sur le Rhône rural ou à l'échelle de la région? Donc, je pense que Floriane, tu avais présenté la carte avec les différentes fabriques à initiative. Oui, c'est ça. J'allais renvoyer effectivement au réseau des fabriques à initiative. Parce que toutes les fabriques, en fait, partagent, on a nos particularités évidemment, mais partagent globalement cette méthode de phase d'émergence de projet.
Oui, donc vous pourrez aller sur la carte et sur le site des fabriques que j'avais mis dans le PowerPoint. Ok, je ne sais pas si tu avais fini, Julia, et juste Non, un commentaire, juste que un beau choix que la photo de couverture, Okay. les salines d'Arc et Senan en C'est ça. terre d'utopie de Charles Fourier. Alors, j'avais pas reconnu, ce sont les salines? Oui, c'est bien ça. D'accord. On a fait un événement il y a 1 an et demi ou 2 ans là-bas. Juste, oui, j'ajouterais juste une chose, c'est que notre base enfin, ce qui alimente en fait notre projet, c'est les groupes projets. Sans collectif, on fait rien. Voilà. Et puis, notre particularité, c'est qu'on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que on est souvent impatient, hein, les projets émergent, mais les projets collectifs, c'est quand même des choses qui peuvent s'inscrire dans la durée. Donc, on met souvent, hein, entre vraiment la toute première phase et puis l'inauguration, on va dire, de l'activité, on peut mettre 2-3 ans quoi, pour que quelque chose soit vraiment lancé et opérationnel. Voilà, c'est quelques fonctionnements sur le générateur, mais je ne vais peut-être pas trop m'étendre. Ça, c'est les territoires avec qui on travaille. Quelques exemples de projets. Ils ne sont pas tous en milieu, rural. Je voulais juste faire peut-être un petit zoom sur un projet de conciergerie qui existe aussi là, qui est lancé avec une épicerie itinérante parce que c'était intéressant. Il y a des conciergeries en milieu rural, mais c'est vrai que les modèles inspirants étaient plutôt en milieu urbain. Et on est assez satisfait on travaille avec l'ADMR qui a réussi en fait, à lancer sa conciergerie en milieu rural et en réussissant justement à s'adapter en étant un peu plus un peu plus innovant pour pouvoir s'adapter aux contraintes du milieu rural avec un flux qui n'est pas assuré d'avance. Et ça veut dire du coup des phases de test qui sont un peu plus longues et effectivement, il faut trouver des solutions pour les financer. Ok, merci. Il y a une question sur est-ce qu'il y a une fabrique spécialisée dans l'accompagnement de projets, alors dans l'accompagnement, pardon, aux solutions de financement pour des projets d'accompagnement à la transition conversion écologique. En fait, enfin, je sais pas, Floriane, peut-être que du coup tu répondras là-dessus. Moi, ce que je peux dire, c'est juste qu'on n'est pas spécialiste de ces sujets. Par contre, vu qu'on intervient sur des besoins de territoire, on s'aperçoit que c'est un sujet qui revient quand même du coup très souvent et qui fait partie effectivement des besoins que la population a envie de travailler et de trouver des solutions ensemble. À Nancy, il y a une fabrique qui s'appelle Lacer, qui est orientée transition écologique. Ah, ben, Et dans le Grand Est. Exactement, vous avez tout dit. Parfait, merci. Je sais pas, enfin, Julia, si vous avez terminé. Oui. Oui, ok, merci beaucoup. Je vous propose peut-être, Eric, puisque tu as pris la parole, d'entendre la façon dont un département et le département de Meurthe-et-Moselle accompagne, en fait, est aussi un acteur de l'ingénierie d'accompagnement de projets d'économie sociale et solidaire. À partir de la politique du département et notamment du projet comptoir, enfin d'un certain nombre de projets portés par le département que tu vas présenter. Je voulais juste rappeler que le département de Meurthe-et-Moselle est un des partenaires du projet Tresson depuis le départ, puisque on a, enfin en tout cas au RTES, on a la conviction que les départements ont un rôle important à jouer d'appui au territoire, et notamment d'appui en ingénierie, aux intercommunalités, notamment en milieu rural. Voilà, et donc on a une illustration très intéressante avec le département de Meurthe-et-Moselle. Yes. Département connecté. Je vais refaire le partage d'écran. J'y étais arrivé tout à l'heure, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. C'est bon. Je vais mettre le plein écran. Pardon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Éric Marion. Je suis chargé d'économie solidaire, effectivement, au département de Meurthe-et-Moselle. Je vais vous présenter en un slide ou deux quelques éléments de contexte sur le département de Meurthe-et-Moselle et sa politique économie solidaire. Et puis surtout, zoomer sur les axes d'action
que l'on mène en Meurthe-et-Moselle, avec à chaque fois un exemple, et puis des références qui permettent d'aller plus loin, avec les sites web qui permettront d'aller plus loin pour ceux que ça intéresse. Meurthe-et-Moselle, voilà la configuration géographique, 700, un peu plus de 700 000 habitants. J'avais mis, on peut citer beaucoup de chiffres en matière économie solidaire. J'ai pris les deux là, 35 000 entreprises, 22 000 foyers bénéficiaires de RSA, des foyers, c'est-à-dire au moins 50 000 personnes. Et il est évidemment trop facile de penser qu'il suffirait qu'une entreprise recrute une personne au RSA pour tout résoudre. Mais c'était juste 2 chiffres, enfin 3 chiffres pour montrer voilà, l'enjeu, l'importance de mener une politique d'économie solidaire dans le département et comme partout ailleurs. Et la volonté des élus, depuis plus de 10 ans maintenant, et même depuis la loi NOTRe, qui a enlevé au département la compétence de développement économique, c'est néanmoins d'avoir une politique économie solidaire voilà, qui fait le lien entre l'économique, le social, l'écologique. Si on considère que l'économie, c'est servir les besoins de vie, voilà, rompre l'isolement des personnes âgées, insérer les personnes éloignées de l'emploi, gérer les espaces naturels sensibles, construire des collèges, tout ça, c'est les compétences, les politiques, c'est les compétences publiques de la collectivité départementale et c'est directement en lien avec l'économie. Comment insérer les gens éloignés de l'emploi sans être en connexion avec l'économie. Donc c'est ça l'ADN, c'est de dire développer une vie et viser le bien-être de tous. Eh ben, c'est entre autres le rôle de tous et notamment d'une collectivité comme un département. Voilà. Et en Meurthe-et-Moselle, la particularité, comme d'autres départements, je ne sais pas combien il y en a en France, c'est que l'action est territorialisée. C'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, moi je suis sur le joli territoire Terre de Lorraine qui est en bas à gauche, là, et puis avec 5 et même 6 autres collègues répartis sur les territoires, et puis au central Catherine, qui n'est pas là en photo, mais qui est en ligne, là je crois, qui centralise toutes les actions. Cette organisation territoriale permet d'être au plus proche des acteurs, des porteurs et de faire lien dans une logique de développement. Quand on parle économie solidaire, j'aime bien cette petite diapo, de quoi parle-t-on? D'égonomie ou d'économie. La définition que l'on se donne de l'économie solidaire, c'est plutôt celle qui est à droite, qui vise voilà, une place pour chacun, une utilité sociale, voilà, un ancrage local, faire en sorte de répondre aux besoins en ayant recours aux ressources locales chaque fois que c'est possible, et puis en étant en interconnexion, en coopération, qu'on soit petit, moyen ou gros, on a tous une place, et puis bien sûr respecter l'environnement, avoir de l'air respirable, de l'alimentation saine. Voilà, c'est des principes un peu basiques quand on les dit, mais voilà, c'est ça l'ADN de l'économie solidaire. Et c'est ça les critères qui dictent toutes les actions que l'on mène, qui se déclinent en 4 axes. Un axe de sensibilisation, d'information, de détection de besoins également, auprès de tout public. Ensuite, un axe d'accompagnement, accompagner ou faire accompagner, parce qu'on n'a pas vocation à accompagner tous les projets, et évidemment de s'appuyer sur toutes les structures qui existent pour faciliter le développement des projets, et notamment mettre en réseau chaque fois que c'est possible, nécessaire, et parce que c'est vertueux. Et puis valoriser, faire connaître. Voilà. Faire en sorte que chaque habitant, ne serait-ce qu'avec son porte-monnaie, puisse se dire bah, tiens, je peux agir de manière éthique, responsable, localement. Et savoir qu'on fabrique des matelas en laine par là ou qu'on recycle des fauteuils par ici, ben, il faut que ça soit connu des habitants. D'où l'idée de valoriser. Voilà les axes. Quelques exemples. Pour ce qui est du premier axe, détection, sensibilisation, l'objectif n'est pas d'être exhaustif. Je vais parler pour Terre de Lorraine en partenariat avec les acteurs locaux, avec le pays, avec l'agence de développement local, avec la région, avec France Active. On a développé une boîte à outils pour faire connaître ce qu'est l'économie solidaire, l'économie sociale solidaire. On organise des rendez-vous territoriaux
vers tout public, entre acteurs, parfois vers des publics ciblés comme les jeunes. Juste un exemple, j'interviens régulièrement auprès de collégiens et aussi de lycéens et aussi même d'élèves ingénieurs, par exemple à Artem à Nancy, au sein d'un groupe d'élèves issus des formations de l'école des mines et de l'ICN, l'école de commerce. Et quand je leur pose la question, alors je ne l'ai pas fait encore cette année, je croise les doigts, cette année ça va changer, mais les 3 dernières années, je leur pose la question, vous faites des études, vous savez ce que c'est une société, vous savez ce que c'est une société anonyme, une SA, hein, quand on y pense, la société anonyme, les mots ont un sens, c'est quand même un sens un peu bizarre, c'est une société anonyme. Mais bon, ça existe, la SA, la SARL, la SIC, la SCI, pardon. Et quand je leur demande s'ils connaissent les sociétés coopératives, à chaque fois, c'était non. Ouais. La société coopérative, la SIC ou la SCOP, c'est encore… Alors, ça change, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas enseigné, mais voilà, un des enjeux, c'est de faire connaître notamment les modèles coopératifs. Voilà un exemple, et il y en aurait beaucoup d'autres. La boîte à idées, c'est un dispositif que nous allons mettre en place prochainement, qui sera simplement un appel à projet, à initiative citoyenne, pour permettre aux citoyens qui ont en projet de créer une association ou une activité qui peut déboucher sur de la création d'emplois, de se faire connaître et ensuite, en réseau avec les acteurs, d'accompagner au mieux cette initiative. Et puis, si c'est possible, de la financer ou en tout cas de la préfinancer pour ce qui est de la partie amont faisabilité. Voilà, sensibilisation. Chaque année, c'est à peu près 500 personnes de différents horizons qui sont sensibilisées à ce qu'est l'économie solidaire. Accompagner, faire accompagner, mettre en réseau, c'est aussi un axe important. Pour ce qui me concerne et en lien avec le territoire sur lequel j'agis, il y a une logique qui est tournée, c'est pas nouveau et c'est au-delà de la mode, c'est tout à fait concret, c'est les logiques autour de l'économie circulaire. Je m'aperçois que là, je n'ai pas mis les bons logos, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'être en réseau d'acteurs. Je parlais du pays, je parlais de l'agence de développement local, association d'entreprises locales, une entreprise particulière en vie qui fait du recyclage pour mettre en place une action d'écologie industrielle. Voilà. Le département était moteur, facilitateur en lien avec les acteurs pour développer ce genre de démarche qui vise à réduire les déchets des uns pour nourrir les voisins. Autre exemple autour du réemploi, l'expérimentation Zéro Chômeur, là, qui est dans le sud-ouest du département, qui a créé une fabrique, et puis qui, avec un projet de coopération avec d'autres structures qui œuvrent dans le réemploi pour faire une galerie marchande, solidaire, la galerie commerciale, entre guillemets, mais pas classique, dans laquelle on trouve la galerie des produits d'occasion, réhabilités, où on vient réparer son grille-pain qui est en panne ou acheter ou louer un produit dont on n'a pas besoin pendant longtemps. Voilà. C'est, par exemple, des projets qui sont en cours et qui naissent de la coopération entre les acteurs locaux dans un esprit de l'économie circulaire. Un autre projet que le département a initié et qui est mené avec tout un collectif d'acteurs, là encore, qui vise la mobilisation citoyenne pour faire en sorte que chaque citoyen puisse être acteur et à partir des indignations et des envies de chacun, faire émettre ces indignations et ces envies et les transformer en énergie d'action. Comme le temps est compté, j'ai mis la référence du site web. Il y a un certain nombre de défis qui sont identifiés, qui vont être brainstormés en intelligence collective lors d'une grande soirée le 5 novembre à Nancy. C'est ouvert à tous, on mange, on boit et on brainstorm. Et puis la phase d'après le 5 novembre, ce sera d'accompagner les projets en s'appuyant encore une fois sur les structures qui existent. On parlait tout à l'heure des fabriques à initiative, on est en lien étroit évidemment avec la SER à Nancy, qui pourra accompagner un certain nombre de projets. Et puis on est en appui avec toutes les structures de pépinières locales, agences de développement local, et puis organismes consulaires, CRES, France Active, etc. Voilà, il y a les références du site pour ceux qui s'intéressent.
Un dispositif spécial, la crise qu'on vit, ben, elle est source de difficultés, et puis on va dire, si on positive, ben, elle peut être source d'opportunités. Voilà. Bon, en tout cas, le département, en complément au dispositif qui existe, hein, Arnold en évoquait un certain nombre tout à l'heure, hein, voilà, je ne vais pas les rappeler tous, hein, entre le Fonds Solidarité, les PGE, les prêts rebonds, le fonds résistance. Le département a mis en place un fonds spécifique pour les acteurs de l'économie solidaire, principalement les associations, pour compenser les besoins de trésorerie supplémentaires liés à la crise Covid et voilà, à ce que ça a pu générer en termes d'annulation d'événements et donc de baisse de revenus, de chiffres, de dons, avec des charges qui parfois voilà, restent constantes, ou en tout cas voilà, qui génèrent des besoins de trésorerie. Donc ce fonds, en ligne sur l'adresse qui est citée, vise à subventionner entre 3 000 et 15 000 euros les structures en fonction de leurs besoins de trésorerie. Et puis l'accompagnement, bon, j'ai grosso modo 50 projets accompagnés, on ne peut pas faire la liste là, mais l'idée c'est voilà, d'être à chaque fois sur des projets qui respectent les valeurs de l'économie solidaire, une économie voilà, utile socialement, qui a un modèle économique viable bien sûr, mais au profit d'une utilité sociale, et puis qui respecte l'environnement et qui a des principes de décision les plus démocratiques possibles. Et faire connaître ces activités, un certain nombre d'actions. On a organisé plusieurs marchés de l'économie solidaire pour viser le citoyen, des conventions d'affaires solidaires pour mettre en réseau les acteurs et faire en sorte que les uns puissent faire des affaires avec les autres et ainsi se développer, se consolider. Les trophées de l'encouragement, c'est pour permettre à des structures voilà, qui sont dans le champ de l'économie solidaire et qui se lancent d'être connues, de tester leur idée auprès du grand public. On l'a fait en 2018 et on le refait en 2020. Je n'ai pas mis la date là. Ça sera le 10 et 11 octobre au Jardin Extraordinaire à Nancy, où le grand public pourra découvrir une douzaine de projets éthiques, responsables, avec des porteurs qui se lancent. Et l'idée, ça sera de mettre un petit coup de zoom sur ces porteurs. Voilà. L'essentiel, pour faire très court et dans le timing. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation et cette illustration du rôle possible d'un département en coopération et complémentarité avec les acteurs. Et je trouve que c'était intéressant de voir comment une collectivité peut, au travers d'actions de valorisation, de sensibilisation, de financement direct, s'inscrire et mobiliser l'écosystème auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Peut-être, je voulais simplement, avant de prendre les dernières questions qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas encore répondu, vous partager, alors d'une part, un site internet sur les financements pour les collectivités locales. Où est-ce qu'est l'écran? Donc le site aide-territoire, il faut juste que je retrouve mon diaporama, je ne sais plus où il est. Voilà. Donc, il y a un site qui est, un peu expérimental aujourd'hui, mais qui est que je trouve très bien fait en l'ayant un petit peu testé. C'est le site aide-territoire, betagouv.fr, et qui s'adresse donc notamment aux collectivités locales en identifiant plus de 1 millier d'aides environ, 1 millier d'aides à la fois financières en ingénierie sur différentes thématiques. Et donc, il y a une entrée par territoire et par type de projet. Et vous trouverez pas mal d'informations sur ce site qui s'adresse d'abord aux collectivités, mais qui aujourd'hui s'adresse plus largement aux porteurs de projets. Et l'autre point que je voulais partager avec vous, c'était par rapport à la façon de travailler avec les élus
d'approcher les élus. Donc là, au travers des différentes présentations, il y a eu plusieurs illustrations et je voulais juste vous renvoyer sur le kit qui a été proposé par le RTES, un kit municipal qui autour de plus d'une vingtaine de fiches sur la façon dont les collectivités peuvent accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire, peut aussi être un outil pour les acteurs pour convaincre, pour aller rencontrer les élus en comprenant aussi les leviers dont peuvent disposer les collectivités locales selon leurs compétences et les croisements possibles entre les compétences des collectivités locales et les activités des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, je vous renvoie vers le kit municipal. Il y a quelques questions que je prends un peu en vrac auxquelles on n'avait pas encore répondu. Peut-être une question pour Arnold. Est-ce qu'il existe des dispositifs de financement de projets intra-entrepreneuriaux? Donc, je ne voulais pas dire de bêtises parce qu'à moi, il y avait le fonds de confiance, mais je crois qu'il n'existe plus qu'en Hauts-de-France. Oui, alors c'est la place de l'émergence. Qui a Interne, remplacé, enfin hein. pardon, des financements de Voilà. projets internes à des Oui, j'ai structures bien compris. Alors, existantes. l'idée du fonds de confiance comme de la place d'émergence, c'est que un projet externe peut être porté par une structure et dans ce cas-là, effectivement, on finance le salarié qui va porter un projet mais qui a vocation à devenir externe. Donc l'intrapreneuriat, c'est pas exactement ça. Si l'intrapreneuriat est financé par une structure qui relève de l'ESS, on va dire, au sens large, évidemment, on peut tout à fait participer au financement avec toujours cette limite que il y a la question du financement, encore une fois, fonctionnement, enfin c'est ce qu'on disait, fonctionnement, investissement BFR. Nous, nos outils sont plutôt adaptés à financer les investissements LBFR. C'est pour ça qu'on va financer des projets d'émergence, et c'est un peu le seul cas, entre guillemets, on va financer un salaire, parce que en réalité, ça permet de lancer un projet. Donc oui, ça peut être porté par une autre structure à vocation à devenir externe, mais c'est pas pour les projets qui ont vocation à rester en interne, entre guillemets. Ou alors, dans ce cas-là, on interviendra plutôt sur la partie investissement et BFR. Voilà, je ne sais pas si c'est complètement clair ce que je dis, mais voilà. Pardon. Il y avait une question, est-ce que le département 34 finance directement la création de projets ESS en fonction de mon investissement? Mais c'est peut-être le département 54, je ne sais pas. Ouais, sans doute parce que c'est quelqu'un du département 34. Ah, ok, j'étais en train de taper une réponse. Ah, ok. Oui, avec quelques conditions, hein, le respect de la loi NOTRe, donc il faut que ce soit des projets qui sont plutôt associatifs, en tout cas dans le champ de l'ESS pur, plutôt en amont, en lien avec les politiques publiques du département, et que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Et le dispositif spécifique dont je parlais, FDES, là, c'est pour la trésorerie ponctuelle cette année, besoin de trésorerie ponctuelle cette année lié donc à la crise Covid. Et peut-être sur le site du RTES, on a répertorié un certain nombre de financements portés par les collectivités locales en réponse à la crise et puis aussi sur l'après. Et donc notamment les actions développées par les départements, mais comme tu disais, Eric, d'une part, tous les départements n'ont pas du tout de politique économie sociale et solidaire, et les modalités d'intervention des départements peuvent varier d'un département à l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, il y avait une question sur les SIAE, une question de Elodie. Qui peut aider les structures de SIAE à dépasser les freins juridiques ou aider à sensibiliser au niveau national pour débloquer certaines situations? Plafond maximal de chiffre d'affaires de 50% par exemple. Bon, peut-être, ça me semble peut-être un petit peu plus précis comme question. Puis pour le coup, la question du plafond de chiffre d'affaires ne concerne qu'une partie des structures d'insertion, les ateliers chantiers d'insertion, même pas, c'est 30%.
Donc, je ne sais pas, Arnold, sur les SI. Enfin, en tout cas, moi, je peux vous conseiller de vous rapprocher des réseaux régionaux qui fédèrent les structures d'insertion par l'activité économique, hein, que ce soit les réseaux du CORAS, hein, les réseaux des unions régionales d'insertion par l'activité économique et parfois des réseaux, des interréseaux selon les régions. Voilà, là, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Est-ce qu'il y a une question sur est-ce qu'il existe une plateforme de répertoire de l'immobilier par les collectivités, mis à disposition par les collectivités? Non, enfin en tout cas pas à notre connaissance, dans le Nord ou à la MEL. Par contre, vous pouvez interpeller directement les collectivités locales pour connaître ce qu'elles peuvent, les locaux qu'elles peuvent mettre à disposition. Mais voilà, enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'existe pas de plateforme. Agence de développement local, parfois, il y en a. Les agences de développement, oui, tout à fait. Les agences de développement d'urbanisme, agences de développement local peuvent aussi vous renseigner. Une dernière question pour rebondir sur le financement de l'emploi. Comment et vers qui se tourner pour un emploi de préfiguration? La région. La région? La région en Grand Est? Un emploi de préfiguration. Enfin, là, je pense que les réseaux France Active pourront vous... Ardent propose Élodie Ledran. Alors, je ne sais pas si l'exclusivité Ardent existe partout. Je ne suis pas sûre. C'était en Lorraine, ça doit être encore dans le Grand Est et au-delà, je ne sais pas. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, il y avait une question sur la fin, un peu générale, que je vous propose. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à nous les transmettre, on pourra les envoyer aux intervenants. Il y avait une question un peu plus générale sur les territoires ruraux, voit l'apparition de nombreux tiers-lieux multi-activités. Un DLA, j'imagine, est possible dès lors qu'il y a un salarié, mais qu'en est-il dans la structuration du projet? Des personnes ayant des activités multiples, agricoles, culturelles, artisanales, numériques, peinent souvent à trouver un interlocuteur pour réfléchir au modèle économique. Qui peut les accompagner et comment? Alors Marie, je ne sais pas de quel territoire vous êtes, mais en tout cas, le Forum des ruralités engagées, c'est une des questions, et avec des espaces de rencontre entre porteurs de projets, structures d'accompagnement, et que la question de la multi-activité au milieu rural est une des questions qui sera abordée dans ce Forum des ruralités engagées à Valence. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez Peut-être compléter en disant qu'il y a des réseaux qui accompagnent aussi les tiers-lieux. Les tiers-lieux, ouais. Les coopératives des tiers-lieux qui peuvent aussi qui peuvent aussi donner des clés. Et en fait, tous les acteurs de l'accompagnement peuvent potentiellement accompagner les tiers-lieux. Il y a des incubateurs qui travaillent aussi sur ces questions parce qu'ils ont de plus en plus de projets qui viennent justement pour leur activité, comme l'a dit Anne-Laure. Et surtout, dans le cadre du collectif Créa Rural aussi, on a de plus en plus de projets qui mêlent une installation agricole, plus une activité commerciale, plus un côté programmation culturelle. Et donc, le fait de se faire rencontrer différents acteurs qui agissent sur ces sujets-là, ça va être intéressant au niveau de ce type de projet. Du coup, si parmi vous, si vous avez des acteurs sur vos territoires qui peuvent être intéressants et intéressés pour faire partie de ce collectif, c'est encore ouvert. Et voilà, n'hésitez pas à les orienter aussi pour monter en compétence là-dessus. Ok, merci. Et puis, il y a des financements qui sont fléchés sur les tiers-lieux en milieu rural, hein, dans les dernières... des financements nationaux qui sont fléchés sur les tiers-lieux en milieu rural. Sur l'aide pour trouver des locaux pour un tiers-lieu, là aussi, les collectivités peuvent avoir un rôle, comme les agences de développement économique et les différents réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sur un territoire. Peut-être Donc, dans la conversation, il y a pas mal d'échanges et de liens intéressants que je vous invite à voir. Une question, alors,
l'agrément ESUS est-il un outil efficace dans le secteur agricole? Bon, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être en tout cas, Floriane, sur l'étude qu'on a réalisée statistique sur l'ESS sur le milieu rural, il y avait très très peu de structures qui avaient un agrément ESUS. J'ai plus en tête, mais moins d'une cinquantaine. Oui, c'est ça. Ouais. Et Bon, c'était il y a 2 ans, donc peut-être que ça a un peu évolué, mais depuis, il y en a peut-être plus. Et c'est ouais. l'étude, on l'a réalisée avec le CNCRES, et donc via l'observatoire de l'ESS. Et ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, il y avait très peu de structures agréées ESUS, mais comme les statistiques s'arrêtent en 2018, donc il peut y avoir un peu plus maintenant. Mais en tout cas, pour C'est comme- l'instant, en dehors de, enfin, il y a un certain nombre de fonds, enfin les fonds France Active, pour les structures qui n'ont pas de statut de l'économie sociale historique, on va dire, hein, ça peut être un avantage d'avoir l'agrément ESUS, Arnold, pour mobiliser notamment l'épargne salariale solidaire. Tout à Mais fait, en dehors, effectivement. Alors, c'est une partie des fonds qu'on peut investir entre guillemets dans les ESUS viennent de la société France Active Investissement qui a légalement pour bénéficier de l'épargne salariale doit avoir une partie minimum d'investissement dans des ESUS. Donc effectivement, ça donne un accès. Ensuite, lorsqu'on pense qu'il y a un beau projet et qu'il y a une vraie utilité sociale forte, sociale ou environnementale, enfin en tout cas forte et qui est vraiment au cœur du projet, ça nous arrive de le financer même s'il n'y a pas d'agrément ESUS. Voilà. Et puis on a un outil pour le financement des associations aussi qui pour le coup peut financer toute association employeuse. Donc, merci. J'ai oublié de préciser que l'agrément ESUS, c'est l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui a été défini dans la loi ESS de 2014. Une remarque de Cédric Zabot que je salue. Cédric Zabot qui est directeur de l'Association des maires ruraux de France et qui précise que les collectivités ont accès à la dotation d'équipement des territoires ruraux sur l'investissement ainsi que la dotation solidarité à l'investissement local pour des projets immobiliers en lien par exemple avec une activité portée par des acteurs de l'ESS. Voilà, merci Cédric pour cette précision qui peut être un argument pour les acteurs de l'ESS qui peuvent aller rencontrer des collectivités locales. Il y a également, dans le cadre de l'étude sur l'accès, la contractualisation des fonds portés par l'AVIS et Sciences Po, des éléments sur ces sujets, sur la possibilité de mobilisation de fonds pour des locaux. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que les intervenants, vous avez un dernier mot ou un dernier message avant de conclure cette visioconférence, ce webinaire ou Merci. pas forcément. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Rendez-vous, j'espère, avec beaucoup d'entre vous au forum des ruralités engagées de Valence le 29 septembre. À très bientôt. Et puis pour les prochains webinaires, dans le cadre du programme Tresson, vous trouverez les programmes sur le site du RTES et de l'AVIS. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.